Re, j'ai super bien mangé. Mais quand même, j'ai donné la moitié des assiettes à l'équipe derrière qui n'a pas à me regarder baver sur scène sans en profiter un peu. Cuisines ouvertes, c'est comme ça que s'appelle ce talk. De nouveau, c'est pas moi qui ai choisi le nom et pour tout vous dire, au début, je l'avais pas compris en fait. Je pensais qu'on me proposait 35 minutes de débat sur le fait d'avoir une cuisine ouverte. Alors, avoir travaillé une brigade, c'est intéressant, mais pendant 35 minutes, c'est un peu longuet. Mais en fait, ce n'est pas du tout le sujet de ce talk. C'est cuisines ouvertes, dans le sens ouverture du milieu à des profils qu'il connaît peu. La cuisine, la gastronomie, comme d'autres milieux, sont des milieux assez homogènes. Et nos trois invités cet après-midi œuvrent chacun à leur façon pour défoncer ses portes. Et ça fonctionne. Et un applaudissement venu de nulle part. J'ai entendu un bruit de main, je me suis dit, tiens, un mouvement se lance peut-être. Gundu Diagoraga, qui n'est pas facile à présenter parce qu'elle fait 1000 trucs à la fois, mais on la reçoit aujourd'hui en tant que coordinatrice du programme des étoiles et des femmes. Aïssam Karadje, qui est chef, alors qu'en Syrie, avant de devoir fuir, tu bossais dans l'audiovisuel. Et Fanny Boro, qui est la directrice du Refugee Food Festival. Merci à tous les trois d'être ici. Commençons par le commencement, commençons peut-être par Aïssam. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours brièvement de la Syrie à Paris? Bonjour à tout le monde, je m'appelle Aïssam. Déjà, on voit que tu as bossé dans l'audiovisuel parce que tu tiens bien ce micro. Merci. Très bien. Je viens de la Syrie, je suis réfugié syrien depuis 2015 ici en France. Et avant de venir en France, je n'ai pas fait la cuisine, donc j'étais dans l'audiovisuel. Achat de contenu pour les enfants dans une chaîne de télévision. Et là, ici en France, j'ai décidé de faire la cuisine. J'aime bien la nourriture toujours, toute ma vie, mais ici en France, vraiment, c'était l'occasion de changer. J'ai changé ma vie, j'ai changé mon pays, donc pourquoi pas changer le métier. J'aime bien travailler avec les mains et donc voilà, je me suis dit... Quand tu es arrivé en France en tant que réfugié, tu as dû te demander qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie professionnelle et pourquoi la cuisine, venant de l'audiovisuel, pourquoi tu t'es dit tiens la cuisine? C'est toujours, j'aime bien la nourriture, mais j'ai jamais pensé de faire la cuisine. Et après, ici en France, j'ai trouvé que la cuisine, c'est une façon d'intégrer, parce que j'ai pas parlé la langue d'abord, donc c'est avec les nourritures, on peut échanger, on peut communiquer, et ça ouvre les portes d'aller plus loin, savoir sur la culture, les pays, qu'est-ce qui a passé, tout ça. Donc, je trouve ça magnifique. Et toi, tu as fait une école, un programme qui s'appelle Cuisines ouvertes, qui a été créé par Thierry Marx, c'est ça? C'est à Paris, il y a plein d'écoles qui s'appellent Cuisine Mode Emploi. J'ai fait il y a ça. 6 ou 7 déclinaisons dans toute la France. Oui, il y a maintenant 6 ou 7 écoles partout. J'ai passé l'entretien et là-bas, j'ai fait une formation intensive pendant 3 mois. Et après stage de 3 semaines, j'ai passé mon stage dans un resto qui s'appelle La Régalade Saint-Honoré avec chef Bruno Doucet. Et puis, j'ai travaillé avec Refugee Food, j'ai participé dans le festival. C'est une formation gratuite? Exactement. Qualifiante? Voilà. Et qui s'adresse à quel public? Oui, exactement. Qui s'adresse à des publics qui ont eu des accidents, des accidents de la vie, j'aime pas cette expression, oui. mais... Les personnes dans une situation assez délicate, moi j'étais réfugié, il y a d'autres personnes qui font conversation, comment dire, changer le métier. Voilà, il y avait des prisonniers aussi, des détenus. Voilà. Et il faut passer l'entretien et avoir un projet pourquoi on fait la cuisine. Donc moi j'avais d'abord le projet de faire un food truck. J'ai pensé, oui, c'est simple à faire. Après, le projet, ça change. Après le Covid aussi, ça a changé. Donc voilà. Mais toujours dans la cuisine, bien sûr. Et c'est là que tu croises la route du Refugee Food et de Fanny? Oui, du coup, on a rencontré Aïssam en 2018. Il a participé au Refugee Food Festival à Paris. Alors, le Refugee Food Festival, est-ce que tout le monde sait ce que c'est ou pas?
Allez-y, bah tiens, vous allez le savoir. Le Refugee Food Festival, c'est un festival de cuisine qui a lieu tous les ans au mois de juin, autour du 20 juin, qui est la journée mondiale des réfugiés. Et l'objectif de ce festival, c'est de sensibiliser le grand public à l'accueil et à l'insertion des personnes réfugiées. Et en même temps, nous, on les accompagne dans leur parcours professionnel, dans leur insertion professionnelle. Et l'objectif, le troisième objectif, c'est effectivement de rassembler autour de la table, parce qu'on est tous sensibles à la cuisine, on mange tous 3 fois par jour. C'est un vecteur assez fort. Et on est convaincu au Refugee Food que c'est par la cuisine qu'on va pouvoir mieux accueillir, mieux intégrer effectivement les personnes réfugiées. Votre but, c'était pas de faire un chouette festival de cuisine du monde, mais c'était de se dire comment on intègre ces gens, comment on donne une image différente d'eux, parce que rien que le vocabulaire qui est utilisé aussi dans les médias, on parle de vagues de migration, de migrants, tout ça est très déshumanisant en fait, et on oublie qu'il y a des humains derrière et qu'il y a des histoires derrière. C'est ce que vous essayez de faire ? Oui, effectivement. En fait, je te tutoie, je dis vous. Commencez pas à me vous voyez, ça va me gêner après. Non, effectivement, en fait, on s'est rendu compte avec 2015, la vague de personnes exilées qui arrivent en Europe. Les discours dans les médias étaient extrêmement anxiogènes, extrêmement misérabilistes. Et nous, on avait envie de dire non. En fait, ces personnes-là ont des savoir-faire, ont des compétences, et on avait envie de les accueillir de manière digne et de le faire à travers la cuisine, à travers effectivement les métiers de la restauration. Donc le festival, pour nous, c'est une première porte d'entrée, parce que notre association, elle développe plusieurs activités. On a aussi des formations professionnelles, donc on forme à notre tour sur des formats un peu comme Cuisine Mode d'Emploi, qui sont effectivement un petit peu dispersés dans diverses villes de France. Mais on a aussi des programmes de sensibilisation dans les collèges, on a un restaurant d'insertion, on a un service traiteur, donc on a une multitude d'activités, on a une présence en France, mais aussi un petit peu en Europe. Et voilà, on a besoin de faire comprendre aux gens que c'est important d'accueillir et que c'est simple. Et ça passe par la cuisine, et ça passe par la nourriture. Alors, Gundo, toi, à la base, je vais le faire vite parce que c'est... tu travailles dans le domaine pharmaceutique, puis tu te dis, tiens, je vais devenir pâtissière, soit. Sur un malentendu, tu te retrouves à organiser le Refugee Food Festival à Lille, et maintenant, tu es coordinatrice... d'une association qui s'appelle, de la branche lilloise d'une association qui s'appelle Des Étoiles et des Femmes. Et pour le moment, tu es un petit peu tendu parce que tu as une petite promo de Canton qui est en train de passer ses examens en ce moment même ou à peu de choses près. C'est exactement ça. On a 10 femmes qui ont intégré la toute première promotion des Étoiles et des Femmes à Lille. Alors, Des Étoiles et des Femmes, c'est un programme... C'est un programme qui permet à des femmes éloignées de l'emploi de passer un CAP cuisine. Et la particularité, c'est qu'elles font leur stage dans des restaurants gastronomiques de Lille. Et elles sont accompagnées sur ce qu'on appelle la levée des freins, donc sur tous les problèmes périphériques qu'elles pourraient rencontrer qui les empêcheraient de se concentrer sur leur formation. Problèmes administratifs, problèmes de garde d'enfants. Exactement. Problèmes de numérique. On les accompagne là-dessus pour qu'elles aient juste à se focus sur leur formation, leur stage et obtenir leur CAP. C'est quoi exactement le profil des femmes? Par exemple, là, tu en as 10 qui vont bientôt constituer la première promotion. C'est quoi le profil de ces femmes? Alors, c'est des femmes qui n'ont pas ou peu travaillé, souvent issues de l'immigration. Et le premier critère de sélection chez nous, c'est qu'elles sont toutes passionnées de cuisine. Donc, elles cuisinent pour leur famille, pour leurs amis. C'est vraiment une passion. Elles peuvent en parler des heures et des heures. Oui, tu disais que toi, tu as grandi dans un quartier où tu avais plein de talents culinaires et tu as entendu plein de mamans qui auraient bien voulu en fait, ouvrir leur resto mais qui n'avaient aucune idée de où commencer. Et un jour, 20 ans après, tu as dit « Oh, je suis la solution ». C'est un peu ça? Je suis la solution. En tout cas, j'aimerais en faire partie via Des Étoiles et des Femmes, via Refugee Food, où justement on permet à des personnes très éloignées du milieu de la gastronomie d'y mettre un pied. Je pense qu'on contribue, les deux associations, à ouvrir les portes de secteurs auxquels ces personnes n'ont pas accès de prime abord. Et justement, ça a été compliqué. Je veux dire, quand tu as été trouvée, donc pour le moment, l'initiative, elle se déroule sur l'île et alentour. Donc c'est une initiative, il y a des antennes à Marseille, mais toi, tu t'occupes de la branche lilloise. Est-ce que convaincre les chefs
d'accueillir ces femmes? Ça a été compliqué? Est-ce que tu as dû... Alors pas du tout. Alors sur l'île, les chefs ont été tout de suite partants. Je ne sais pas si c'est une particularité de la métropole lilloise, mais tous les chefs ont dit oui, tous les chefs se sont engagés assez rapidement et ont tout de suite compris le projet et les finalités. Et ce qui est important, c'est que, tu l'expliques bien, c'est pas de la charité, on n'ouvre pas sa porte, c'est un échange, et tu me dis que les chefs avaient très bien compris ça. Oui, les chefs s'engagent aussi parce qu'ils veulent transmettre leur savoir-faire, mais ils savent aussi qu'ils vont apprendre de leurs stagiaires. Et l'échange se fait à chaque stage, que ce soit au niveau des épices, des modes de cuisson, des recettes, ça va dans les deux sens. C'est vrai qu'on trouve des personnes issues de l'immigration. Je ne peux pas dire la diversité, j'ai un gros problème avec le mot diversité, parce que si moi je parle de diversité, ça veut dire que je suis la normalité et l'autre c'est la diversité, donc je préfère... j'ai vraiment un gros souci avec ce mot. Issues de l'immigration, on va dire ça. Des personnes issues de l'immigration qui travaillent dans les cuisines, il y en a beaucoup, mais finalement pas à des postes, très peu à des postes de chef, de sous-chef, plutôt on en voit beaucoup à la plonge, on en voit beaucoup à des... en quoi? Commis de cuisine. Oui, en commis de cuisine. Et est-ce que toi, Aïssam, en arrivant en France, tu as ressenti, des préjugés par rapport à toi, du fait de ta nationalité, du fait de ton statut de réfugié? Pour moi, d'abord, c'était deux défis. C'était les démarches administratives et la langue, d'abord, parce que c'est compliqué à communiquer, de comprendre le code culturel, tout ça. Et après, quand j'ai fait la formation, toujours on pense nostalgiquement, ok, j'ai fait la formation et je suis prêt, mais c'est pas le cas. Ici, c'est la capitale de gastronomie, donc vraiment, il y a un concours assez très difficile. Et là, il faut passer le chemin petit à petit. Donc, il faut prendre le temps, tout ça. Donc, d'abord, j'étais choqué vraiment quand j'étais dans la cuisine, comment ça fonctionne très vite. Il faut réfléchir et travailler. Faire en même temps. Et dans la langue, peut-être pas forcément en comprendre tout ce qui... Et c'est la vitesse. On ne peut pas dire ah, « Pardon, chef, c'est quoi le... » Donc, c'est assez difficile. Pardon, chef, je vais googler un mot. Oui, je me rappelle une fois quand j'étais commis, j'étais dans la chambre froide et le chef demandait paleron de bœuf. Et moi, je dis, OK, c'est quoi le paleron? Je ne sais pas. Au moins, c'est le bœuf, c'est pas l'agneau. Et donc, il faut vraiment, c'est vite, c'est la service. Donc, mais petit à petit, il faut faire comment dire, devoir dans le resto, s'il y a des choses qu'on ne connaît pas, il faut chercher. Et comme ça, ça avance petit à petit. Ouais. Mais il ne faut pas quitter. Il faut tenir bon. Oui. Fanny, toi, est-ce que dans le cadre de l'association, des formations que vous donnez, est-ce que tu sens qu'il y a des freins culturels, des a priori sur le statut de réfugié éventuellement? Nous, en tout cas, ce qu'on essaye de faire comprendre aux restaurateurs, c'est que prendre en stage ou employer une personne réfugiée, c'est pas forcément, c'est pas différent que d'employer une personne française. Donc il y a en tout cas une vraie sensibilisation qu'on essaye de faire auprès des recruteurs, auprès des restaurateurs, auprès des grands groupes aussi, hôteliers, de la restauration collective ou classique. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait en tout cas en amont, pendant et même après. Et après, en termes de freins, en tout cas pour les bénéficiaires de nos formations, on se rend compte que, en tout cas, on aimerait avoir un peu plus de femmes. Et je dirais que le frein, et je pense que ça rejoint aussi beaucoup, en tout cas, les bénéficiaires des Étoiles et des femmes, c'est que le frein majeur, c'est principalement les gardes d'enfants. Donc, le pourquoi du comment des femmes, peut-être, ne s'inscrivent pas forcément à des formations, même si elles ont envie et qu'elles ont la volonté de s'intégrer dans ce milieu-là. Parce que matériellement, c'est pas... Voilà, c'est effectivement de faire garder leurs enfants. Donc, nous, en tout cas, maintenant, on s'en est rendu compte. Et c'est un chantier sur lequel on aimerait travailler, de se dire est-ce qu'on ne peut pas monter des formations et inclure à l'intérieur de ces formations des gardes d'enfants ou des systèmes de garde d'enfants collectives, ou voilà, pour effectivement permettre à des femmes d'avoir accès à des opportunités, accès à un emploi, et voilà. Et en tout cas, on veut travailler là-dessus. D'où l'importance de chausser des lunettes de genre, peu importe le sujet.
forcément, les lunettes de genre, elles étaient aussi importantes dans l'initiative que tu coordonnes, étant donné que ça s'appelle des femmes et des étoiles et des femmes. Je vais la faire 200 fois, je vais me tromper, hein, je te préviens. Des étoiles et des femmes, des étoiles et des femmes, des étoiles et des femmes. En quoi les femmes et les femmes issues de l'immigration, comme beaucoup du public que tu accueilles, représentent un public particulier avec certains freins qui lui sont spécifiques? Je ne dirais pas que c'est parce qu'elles sont issues de l'immigration qu'elles ont des freins particuliers. Elles sont des femmes, et comme le précisait Fanny, elles sont souvent mamans. Et en France, de manière globale, le problème de garde d'enfants est compliqué. Et c'est ce qui peut les empêcher de s'insérer. Donc, dans notre cas, on prend en charge la garde d'enfants au-delà du droit commun. C'est quelque chose sur lequel on travaille. On crée des partenariats avec des crèches, des assistantes maternelles, des assos de garde à domicile, justement pour qu'elles puissent accéder à ces formations. Un truc un peu fou dans le fait que le tissu associatif prenne en main des problématiques qui devraient être prises en main par les institutions. Je me gourre si je dis ça? Oui, et en même temps, je trouve que, pour prendre l'exemple de cuisine mode d'emploi, des étoiles et des femmes, Refugee Food, en fait, nous, on n'a pas envie de travailler tout seul. Donc, on travaille ensemble, et je pense que c'est le plus important aussi à retenir, c'est qu'on se connaît tous, on met en place effectivement des outils, des formations adaptées, des événements, et on le fait en commun. Et je pense que c'est un petit peu, par rapport à tout ce qui s'est passé depuis la crise sanitaire, je pense que c'est important de faire les choses ensemble et de ne pas rester dans son coin. Alors, vous avez pas mal de budget, vous êtes financé pour un certain nombre d'initiatives au Refugee Food. Alors, parmi toutes les initiatives dont tu m'as parlé, il y en a une qui m'a quand même vraiment marquée. Tu parles d'aide alimentaire. Ça a commencé la première semaine du confinement à Paris. Oui, on a commencé la première semaine, donc mars 2020. On s'est engagé là-dedans sous l'impulsion d'un chef, Haroun Asso, qu'on a accompagné, qui avait participé à nos actions et qui nous a appelés en disant en ce moment, j'ai plus de travail. Je vois effectivement qu'il y a un mouvement pour cuisiner des repas. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Donc voilà, on s'est mis en tout cas sur ce projet grâce à lui. Faut le souligner. Et effectivement, l'aide alimentaire, on cuisine à peu près 500 repas par jour. On met un point d'honneur à ce que ce soit des repas qui soient complets, qui soient gourmands, qui soient équilibrés. C'est ça qui m'a marqué, c'est que c'est vrai, tu disais l'aide alimentaire, souvent c'est un peu avec des bouts de ficelle, et le but c'est de remplir un estomac, pas de caresser l'âme. Et c'est vraiment important pour vous de faire des trucs bons. Oui. C'est pas parce que c'est de la charité que ça doit être des bouts de ficelle. Aujourd'hui, ouais. Depuis 2 ans et demi, vous en êtes entre 500 et 1000 repas par jour. Vous les distribuez à qui? On les distribue du coup à des publics vulnérables. Donc pendant la crise sanitaire, effectivement, c'était plutôt des publics isolés, des sans-abri. Il y a eu beaucoup d'étudiants. Et là, effectivement, à la fin de l'été, on a cuisiné pour les évacués d'Afghanistan. Et on le fait aujourd'hui pour effectivement les Ukrainiens aussi au centre Ukraine à Paris. Et vous avez dans cette aide alimentaire recruté 2 réfugiés qui avaient travaillé, que vous avez formés? Oui, on a effectivement recruté des personnes qui ont été diplômées de nos formations et qui aujourd'hui sont ravies de pouvoir cuisiner à leur tour pour effectivement des personnes vulnérables, de cuisiner de l'aide alimentaire, en sachant qu'eux-mêmes, dans leur parcours d'intégration, ont eu souvent accès à l'aide alimentaire. Donc c'est un peu la boucle est bouclée. C'est vous, ça doit faire la 17e fois aujourd'hui que je dis le mot système vertueux, mais je trouve qu'il est parfait, en tout cas comme illustration ici. Aïssam, dans le développement de ton parcours, on s'est arrêté à « j'ai fait l'école de Thierry Marx ». Mais il s'est passé 1000 trucs depuis. Oui, après, quand j'étais chef en résidence avec Refugee Food Donc Festival. vous avez appelé le Refugee Food, t'as appelé pour que tu sois chef en résidence dans le resto. 6 mois, j'ai fait ça, et on a fait le Refugee Food le festival 3 fois, collaboré avec beaucoup de grands chefs et partagé. Et après, j'étais dans un hôtel-resto à Belleville, à Paris, qui s'appelle Babel. Aussi un super concept, la cuisine de la roue de la soie. Donc j'étais en résidence pendant 9 mois. J'ai juste fini. C'est une belle résidence, ça. Oui, là c'est oui. On a fait la carte avec autres chefs, donc de background différents. Donc
Et après, maintenant, je reviens avec Refugee Food. Ils ont un projet dans le Paris 13e qui s'appelle Les Amars. Et j'ai juste commencé, ça fait quelques semaines. Ça se J'ai passe fait bien? une petite carte sympa, des branches. Et voilà, après, il y aura d'autres phases, peut-être pour l'aide alimentaire aussi, pour l'endroit là-bas. Tu as envie de travailler dans le, enfin, dans le système, c'est un gros mot, mais de travailler dans le système qui t'a aussi permis de te former et d'émerger? Bien sûr, bien sûr. Là, il y a un côté de solidarité et moi, j'ai passé une excellente expérience avec Refugee Food. C'est vraiment grâce à Refugee Food, d'abord que j'avais la visibilité, l'occasion de vraiment travailler avec des super chefs, vraiment savoir ouvrir les yeux. Et la cuisine que tu fais, parce que quand tu t'es formé, tu as demandé à faire un stage, tu as demandé à travailler dans le domaine de la bistronomie. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce genre de cuisine que tu... Voilà, bistronomie, j'aime bien la bistronomie, aussi le street food, donc c'est ça ce que j'aime bien faire. Et faire le mélange entre la cuisine de la Syrie classique et entre la cuisine française. Alors, tu n'as pas mis par contre ta page LinkedIn à jour, parce que quand on te cherche sur Google, la page LinkedIn de Aysam, il est toujours acheteur de dessins animés en Syrie. Et en fait, je trouve ça chouette d'avoir une trace de ta vie d'avant que tu n'as pas effacée. Mais donc voilà, quand j'ai fait mes petites recherches, je me suis dit, ah oui, en effet, c'est un parcours particulier. Les 10 femmes qui vont, Inch'Allah, sortir diplômées en juin, là, elles sont en train de passer leurs examens, tu es encore plus stressée qu'elles, en fait. Oui. On leur montre pas, bien sûr, mais on est stressé avec elles. C'est un peu un challenge qu'elles se donnent de reprendre les études après, pour certaines n'en avoir jamais fait, ou les reprendre après 10-15 ans. Et de passer cet examen, c'est une consécration, une sorte de boucler, boucler la boucle de la formation et de passer de cuisinière amateur à la maison à cuisinière professionnelle. Et je pense que c'est important pour elles. Donc oui, on stresse, mais on n'a pas de doute. Là, elles ont été en stage tout au long de l'année chez des chefs étoilés ou pas, des chefs où il faut absolument une étoile pour accueillir ou pas? Non, pas forcément. Des chefs bienveillants, prêts à accueillir des femmes en cuisine. Et c'est ce qu'on a eu sur l'île. Elles se déroulent en 2 périodes de stage. Elles ont fait leur première période janvier à mars et elles vont faire la suivante de juin à juillet. Et par exemple, quel chef à Lille? Alors des chefs qui ont participé aussi à Omnivore, je pense à Lucas Tricot qui a tout de suite adhéré au projet, Thibaut Fourdrinier, il y en a plein. Nicolas Choquet qui a accueilli lors de la période de recrutement, je vais essayer de tous les citer, Alexandre Sergiou qui était aux Zéphérites, le comptoir 44 et Jean-Sébastien Brisbard, le gérant, le présentoir et Ariane Laurent. Je pense que je vais en oublier certains, donc ne m'en voulez pas si vous êtes là aujourd'hui. Thibaut Gamba, le Clarence Hotel, notre restaurant étoilé. Oh là là, il y en a. D'office, t'en as oublié. J'en ai oublié, c'est sûr, j'en ai oublié. Le rêve secret, c'est que, ton rêve secret, et leur rêve secret aussi. Leur rêve secret, c'est d'ouvrir leur propre restaurant et de montrer la cuisine de chez elles. C'est ça, c'est de faire, de montrer la cuisine de chez elle ou de faire le lien entre la gastronomie. C'est ça, le lien entre la gastronomie française et la gastronomie de chez elle. Et là aussi, c'est pour toi une manière de communiquer? Tout à fait. La cuisine est un peu, comme le disait Fanny, c'est universel, tout le monde mange. Et c'est aussi l'un des moyens de partager et d'échanger, même sans avoir la même langue, la même culture. Le même parcours de vie ou parcours culturel, c'est vraiment ce qu'il y a de plus fédérateur. C'est vrai que, et de nouveau, je ne veux pas taper sur le dos des écoles de cuisine, c'est parce qu'on parle cuisine ici, mais croyez-moi, le journalisme, c'est 1000 fois pire, mais c'est quand même un milieu avec peu de mixité. Pourquoi est-ce qu'à l'entrée, les gens issus de cultures diverses, de religions diverses, à un moment n'ont pas envie de mettre les pieds dans une école de cuisine? Est-ce que c'est vu comme quelque chose d'inaccessible? S'il n'y a pas de réponse à une question, parfois il n'y a pas de réponse, tu peux aussi m'envoyer péter. Hein,
Je t'avouerai que j'ai pas la réponse, parce que des envies, il y en a. Après, est-ce que l'accès est plus compliqué pour certains, et c'est pour ça que toutes nos associations sont là, c'est d'ouvrir la porte. Je rajouterais aussi qu'effectivement, en tout cas pour les formations du Refugee Food, elles sont adaptées au public réfugié, dans le sens où c'est des formations qui durent 6 mois et on a 3 mois de cours de français adaptés à la restauration. Ça, c'est important de le préciser parce qu'on est aussi sur des publics qui parfois ne maîtrisent pas forcément la langue et ne vont pas forcément tout comprendre. Donc c'était important pour nous de rajouter en tout cas ce bloc-là de formation. Et après, effectivement, voilà, tout ça est entrecoupé de stages dans des restaurants qui font partie aussi de notre réseau, mais on est ouvert à en rencontrer d'autres. Là aussi, ça a été facile de les convaincre. Pardon ? Là aussi, ça a été facile de convaincre les chefs. Effectivement, c'était principalement des restaurateurs qui avaient participé au festival, donc qui connaissaient déjà la dynamique, qui sont bienveillants et qui avaient envie de transmettre et d'apprendre aussi de l'autre. Donc voilà, on est parti aussi avec des restaurateurs qu'on connaissait au tout début, et aujourd'hui, on est ouvert à n'importe quel restaurateur qui a envie de s'impliquer sur ces sujets, de nous faire signe. Il y a un aspect que j'allais oublier, j'y pense pendant que tu parles, ça tombe bien, c'est maintenant que jamais. Dans toutes les activités qui sont organisées par Refugee Food, tu disais qu'il y avait aussi des journées de sensibilisation dans des écoles, et au téléphone, je te demandais mais pourquoi pas dans les écoles hôtelières. Alors est-ce que tu peux juste dire en 2 mots en quoi concernent ces journées de sensibilisation ? Oui, en fait, c'est un projet qui s'appelle Refugee Food Education. C'est des journées qu'on développe pour l'instant dans des collèges, en classe de 4e, parce qu'en 4e, on a tout un volet en cours d'histoire-géographie sur les migrations et les frontières. Ça nous paraissait intéressant de s'imbriquer par ce biais-là et d'aller sensibiliser, parler effectivement d'exil, parler d'asile, pourquoi est-ce qu'on part, comment est-ce qu'on arrive et qu'est-ce qui se passe en fait à partir du moment où on arrive en France. Et toute cette partie de sensibilisation, on l'a fait à travers des témoignages. Donc par exemple, ça pourrait être Aïssam qui vient dans une classe de 4e parler de son parcours. Le midi, c'est tout un temps, un 4 mains qui est organisé au sein de la cantine scolaire. Donc ce jour-là, on mangera syrien, afghan, yéménite. Et l'après-midi, on déploie tout un volet d'ateliers de cuisine autour des patrimoines culinaires du monde entier, mais aussi autour de la transition alimentaire. On fait venir des producteurs, on fait venir d'autres intervenants. Et effectivement, ces journées, pour l'instant, elles sont déployées à Marseille et on espère pouvoir les développer sur d'autres territoires. J'écris ma conclusion 2 secondes. Parce que j'ai des jolies choses à dire. Inégalité, chance. Voilà, j'ai écrit ma conclusion. Ce que je voulais dire après vous avoir écouté tous les 3, c'est que vraiment chacun dans votre domaine, avec votre parcours, avec vos envies, en effet, vous défoncez des portes et vous arrivez à remplacer des mots comme, à remplacer des mots comme misère ou manque de chance par compétence, professionnalisme et à faire, je sais que ça va faire super Miss Belgique en l'occurrence, mais à faire de la différence quelque chose à valoriser et pas à combler. Et je suis très admirative de ce que vous faites tous les 3, et vous savez que c'est vrai parce que je vous l'ai dit 17 fois hors de la scène, je ne fais pas ça pour être sympa sur scène. Je suis vraiment très très admirative et je vous remercie vraiment d'être venus aujourd'hui en parler, et surtout à ce public que je n'arrête pas de féliciter, tous ceux qui sont en petit costume, les gens de l'école hôtelière. Je trouve ça chouette que vous soyez venus partager ça avec eux. Donc merci 1000 fois. Merci beaucoup. Merci.